Écoutez, merci. Je vais bien et puis l'établissement et les Unicancer va plutôt bien. On a évidemment affronté cette crise comme tous les hôpitaux avec une charge de travail qui a été assez nettement augmentée. En fait, on a continué les activités habituelles qui ont peut-être un peu diminué au cours de ces dernières semaines du fait d'un moins grand nombre de patients nouvellement diagnostiqués. Mais pour le reste, on a plutôt augmenté, par exemple, la création d'un service Covid et l'accueil de patients de manière impromptue dans les services, qui ont représenté une charge de travail très importante dans les différents établissements de cancer et à Lyon en particulier. Mais tout va bien. Alors, il y a plusieurs types d'enjeux qui ont été observés. Le premier, bon, je crois que d'abord, il faut être assez clair. On avait plusieurs priorités. La première, c'était d'accueillir les patients qui étaient atteints de Covid et de pouvoir les prendre en charge au mieux. Deuxième, c'était évidemment d'assurer la protection des salariés, parce que si on n'a pas de salariés, pas de médecins, pas de soignants, on va prendre en charge les patients. Et puis, à égale importance, c'est évidemment de continuer à accueillir les patients porteurs de cancer qui ont besoin d'un traitement urgent. Donc, ce que nous a appris cette crise, c'est que d'abord, on était capable de réagir vite, de manière fluide et rapide pour accomplir ces différentes tâches. Si on met de côté les questions un peu difficiles des masques au départ qui finalement ont pu être résolus au sein de Unicancer avec une politique assez énergique pour qu'on puisse équiper toutes les équipes très vite, qu'on puisse accueillir tous les patients très vite également et les équiper également. En fait, la leçon, c'est celle de la fluidité et de la vitesse d'exécution. Il faut être rapide et efficace. Et il faut également être en capacité de mobiliser des structures de téléconsultation qui ont été extrêmement utiles pour prendre en charge les patients sans qu'ils se déplacent. Même chose pour les hotlines et les moyens de communication nouveaux tels que les courriers électroniques ou autres, les aides d'information qu'on a véhiculées assez largement aux patients pour qu'ils soient au courant de ce qui se passait et qu'ils ne soient pas envahis par l'inquiétude de qu'est-ce qui va se passer à la prochaine consultation, etc. On a donc complètement transformé notre manière de travailler et ça nous sert de leçon également pour le futur parce que c'est une manière également de répondre à un certain nombre d'enjeux du quotidien, je crois. Alors, ça n'a pas été une problématique, mais l'hôpital où je travaille avait une longue histoire de participation active au réseau régional qui permet l'échange d'informations, donc ça fonctionnait assez bien. C'est évidemment différent, chaque territoire a ses spécificités et pour d'autres, ça a pu être un peu différent, mais globalement, je crois que les systèmes étaient déjà assez bien en place pour permettre la fluidité des informations. En fait, entre hôpitaux, ça fonctionne plutôt pas mal. C'est peut-être entre les hôpitaux et les administrations que les choses se sont largement modifiées. On a eu des téléconférences quasiment quotidiennes à un moment avec différentes administrations pour Unicancer et pour les établissements, qui n'étaient pas des choses habituelles. Donc cette modification de modalités de communication répondant aux urgences, ça a été une des caractéristiques de cette crise, je crois. Je pense que ce que ça nous a prouvé collectivement, c'est qu'on a été capable de travailler ensemble efficacement et que d'ailleurs, chaque fois qu'on a été dans cette crise, chaque fois qu'on a travaillé ensemble de manière transparente, ça a bien fonctionné et dès que ça n'a pas été le cas, il y a eu des OK. Donc très vite, tout le monde s'est mis en ligne. Comme toujours, il y a des leçons à tirer, s'adapter et acquérir rapidement des connaissances pour aider tout le monde à travailler, y compris ceux qui voient arriver la vague de loin parce que d'autres pays sont touchés un peu, ça c'est extrêmement important. Construire des recommandations pratiques d'urgence, des conseils pratiques. Je ne sais pas s'il faut dire recommandations pratiques parce que la science n'est pas nécessairement très lourde. Hein. En définition, il y a peu de publications, les urgences sont les urgences, c'est ce que ça veut dire en termes de collecte d'informations et de qualité. Mais d'être capable de se mobiliser pour procurer des informations rapidement, ça a été le point clé. Alors, lorsqu'on se repenchera avec un peu de recul, on verra probablement qu'il y a un certain nombre de documents qui ont été des documents de qualité, d'autres qui ont été faits un peu à la va-vite, voire sans vraiment d'objet. En tout cas, le point clé, c'est la capacité à les mobiliser rapidement. C'est toujours mieux d'avoir quelque chose que rien. Et je pense que ça a été un des éléments importants pour l'accueil des patients lorsqu'on était un peu dans une zone de flou dont on est en train de sortir, heureusement. Oui, alors je pense que quelque chose qu'on a appris, si jamais quelqu'un avait encore un doute, c'est que la science est un outil extrêmement fort. La science, ça s'appuie sur des données factuelles qui sont vérifiées par d'autres de manière indépendante et qui aboutissent au même résultat. C'est aussi simple que ça, la science, c'est un outil. Éviter les fake news, c'est une évidence. S'appuyer sur les règles de la science toutes simples, c'est une assez bonne manière de fonctionner. Ça a fait sa preuve au cours de cette crise, je trouve.
Bon, bien sûr, il y a également l'inquiétude que peuvent avoir certains qui cherchent des solutions alors que justement, on n'a pas ces données scientifiques. C'est complètement incompréhensible. Hein. Il faut évidemment respecter ça. Mais à l'arrivée, on franchit les écueils en s'appuyant sur des données solides, validées. L'outil science est un outil robuste. Oui, oui, très, très utile. Bon, on était, alors là, pour le coup, ça, on a été assez destinataire de ce type d'informations, qui étaient des espèces de forums ou collections d'informations en temps réel, élaborées par les éditeurs. Et ça, c'est vraiment très utile. Ça fait gagner un temps dingue. Lorsqu'on reçoit ça par mail, on clique sur le mail et on a l'information de l'article important qui vient de sortir. Ça, c'est très important. Ça fait partie de l'échange d'informations et il n'y a rien de meilleur que l'information scientifique, donc celle qui est validée par les pairs, qui passe par des journaux. Et donc, pouvoir l'avoir en 3 coups de clic ou 2 coups de clic, c'est vraiment très précieux. Il faut être prêt et disposer d'une relative autonomie pour un certain nombre d'outils d'urgence. Alors, les masques, les équipements de protection individuelle, les médicaments sont des exemples qui viennent immédiatement à l'esprit, mais d'une manière générale, être prêt pour affronter ce genre de crise avec une fluidité du système qui nous permette de répondre aux urgences. Je pense que l'exemple des services de réanimation qui ont dû être upgradés pour certains, complètement transformés pour d'autres, étendus pour la quasi-totalité, et l'accueil des services de médecine classique et du service de Covid est un assez bon exemple de ce phénomène. Le deuxième, c'est qu'il faut quand même souligner que probablement, sur le plus long terme, cette adaptation-là et prendre en considération les impondérables, en fait, justifie également d'avoir des équipes de soignants et de médecins en nombre suffisant. On a pu voir que par endroits, c'était parfois difficile, et notamment lorsqu'ils étaient eux-mêmes atteints, et que donc on n'a pas trop de médecins, on n'a pas trop de soignants dans ce pays, et la formation des étudiants en médecine et la formation des étudiants infirmiers et infirmières doit en tenir compte pour qu'on soit capable d'affronter ce type de crise dans le futur. Dernier point, je crois que notre capacité à travailler ensemble est un des éléments clés du succès, en tout cas du contrôle de cette épidémie aussi bien qu'on a pu le faire. Et je crois que c'est une collaboration sans exclusive. Tout le monde a contribué. Le service public, bien entendu, les ESPIC, que sont les centres de lutte contre le cancer, les établissements privés, mais participant exclusivement au service public. Il n'y a pas d'activité privée chez nous, dans les centres de lutte contre le cancer. Et les structures privées, tout le monde a travaillé ensemble. Et lorsque ça a été organisé comme ça en règle générale très bien marché. Et ça a permis d'affronter les différents tsunamis que l'on a eu et puis qu'on va peut-être continuer à avoir parce qu'il y a d'autres problèmes qui se présentent devant nous. La coopération, c'est le mot-clé, hein, je crois, pour cette période compliquée et difficile pour tous.